Merci de votre fidèle et aimable attention. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en entretien M. Abdul Aziz Sy. Il est le directeur général de Sabodala Gold Operation. Nous avons le plaisir aujourd'hui de nous en tenir avec lui pour parler des questions minières, de l'or et tout ce qui tourne autour. M. Sy, merci de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup, M. Diallo. C'est un plaisir de vous recevoir et puis de discuter avec vous de ce qu'on fait ici au Sénégal, mais aussi au niveau de notre groupe Endeavour Mining, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Justement, première question, M. Sy, quelle est la place d'Endeavour Mining dans le secteur aurifère sénégalais? Endeavour Mining, qui est la maison mère de Sabodala Gold Operation, est le leader de la production d'or en Afrique de l'Ouest. Nous sommes le premier producteur d'or au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et puis aussi, nous sommes le premier producteur d'or dans les 3 pays dans lesquels nous opérons. D'abord ici au Sénégal, comme vous l'avez demandé, nous produisons à peu près 70% de la production d'or du Sénégal. Donc, nous avons fait en 2025 274 000 onces de production d'or, c'est-à-dire autour de 8 tonnes et demi d'or. Au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, nous avons 2 mines en production, notamment la mine de Ity et la mine de Lafigué. Et nous sommes en train de développer d'ailleurs une 3e mine qui devrait rentrer en production en 2028. Au Burkina Faso aussi, nous avons 2 mines d'or en production, notamment la mine de Houndé et la mine de Mana. Donc ici au Sénégal, effectivement, nous sommes à Sabodala, qui a commencé à produire en 2009, sous l'emprise à l'époque de MDL, la société australienne Mineral Deposit Limited, et qui est passé sous le giron de Teranga Gold, une autre société canadienne, à partir de 2011. Et en 2021, le groupe Endeavour Mining a racheté Teranga Gold et donc Sabodala Gold Operation, qui entre-temps avait fusionné. On a acquis aussi le projet voisin, à l'époque c'était le projet Massawa, qui appartenait à Barrick. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du complexe Sabodala-Massawa. Donc, c'est les gisements de Sabodala et de Massawa qu'on est en train d'exploiter, de traiter et de produire au niveau du Sénégal. Donc, nous ambitionnons d'augmenter les volumes de notre production dans les années à venir. Bon, c'est vrai qu'en 2024, notre production était un peu en baisse, tout simplement parce que les minerais réfractaires du gisement de Massawa avaient donc un peu impacté la production, notamment les caractéristiques techniques, mais aussi il fallait mettre en service une nouvelle unité de production qui utilise la technologie de bio-oxydation, on appelle l'usine Biox. En fait, c'est le traitement des sulfurés. Et donc la mise en route a pris un peu de retard et puis le temps de maîtriser un peu les gisements de Massawa. Maintenant, on a atteint la vitesse de croisière. En 2025, donc, notre production s'est un peu stabilisée et on vise donc à produire davantage les années à venir. Donc, l'or au Sénégal ne se trouve qu'au niveau de la région de Kédougou, là où il y a effectivement ces formations du birimiens qui datent d'il y a 2 milliards d'années et donc qui sont censés receler des gisements de classe mondiale qu'on connaît au Mali, au Ghana, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et ici à la fenêtre de Kédougou, au Sénégal, effectivement, où nous sommes un peu les leaders. Vous êtes aussi en Guinée? Nous sommes aussi en Guinée. En Guinée, on n'a pas encore commencé à en produire. On a des permis de recherche. Nous sommes aussi au Mali. On a un projet qui est en phase de développement, la mine de Kalana, qui a été en production, mais on a suspendu la production. On est en train de redimensionner la mine, mais on n'est pas encore en production. Dans les 3 pays dans lesquels on commence à produire, c'est le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bien sûr, on va parler du Sénégal parce que certains estiment que les compagnies minières captent une part disproportionnée de la valeur. Quelle est votre réponse par rapport à ces interpellations? Bon, on peut considérer ça comme un débat légitime, surtout actuellement où les cours de l'or sont très élevés. Effectivement, bon, on fait un bon chiffre d'affaires, malgré donc la baisse de notre production entre 2023 et 2024. Bon, la production a repris en 2025, elle ira crescendo en 2026. Mais revenons aux faits pour répondre précisément à cette question. On a produit, comme je vous ai dit, en 2025, 274 000 onces, qui ont fait à peu près 8 tonnes et demie, qui ont généré un chiffre d'affaires autour de 500 milliards de francs CFA. Et comment, en fait, ces chiffres sont... Ça, c'est 2025, mais en réalité, les investissements, les dépenses, les paiements qu'on fait en 2025 sont issus un peu du résultat de 2024. Et donc,
En 2025, la totalité de nos paiements, si vous les seriez, on a dépensé à peu près 113 milliards qui sont rentrés directement dans les caisses de l'État. 113 milliards oui, se sont rentrés dans les caisses de l'État. Et ça, c'est seulement dans les caisses de l'État. Mais il ne faut pas aussi seulement considérer ce qui va dans le trésor public. Il y a aussi nos fournisseurs et nos prestataires de services. Vous savez, la mine a les coûts opératoires. Si vous prenez par exemple les revenus de Endeavour Mining en 2025, les 72% sont restés dans les pays hôtes dans lesquels nous opérons. Ils sont restés par exemple au Burkina, au Sénégal et en Côte d'Ivoire et accessoirement au Mali, même si on est en phase de recherche, on ne produit pas en Guinée, on a quand même quelques dépenses. Donc 72% de notre chiffre d'affaires est resté dans les pays d'opération. Donc il n'y a que 28% qui sont remontés. C'est vrai, une grande partie, 24% de ce chiffre-là, va dans le trésor public. Donc quand ça va au trésor public, ça revient à toute la nation. Il y a 46% de ces 72% sont allés dans les salaires, dans les achats locaux, dans les approvisionnements, achats de carburant, achats de fuel, de carburant, mais aussi tous les intrants qu'on achète au niveau local. Donc 46% de notre chiffre d'affaires est dépensé directement avec des entrepreneurs locaux. 24% sont partis dans les caisses de l'État. Il y a 2% aussi qui ont utilisé à rembourser des financements locaux. Donc il n'y a que 28% de notre chiffre d'affaires qui est reparti hors du pays. Et dans ces 28%, à peu près 12%, c'est ça qui a permis de rémunérer l'actionnaire Endeavour Mining. Donc 12% seulement que les actionnaires ont reçu, pendant où l'État a reçu 24%. Les 18% ont servi à quand même payer. On a des fournisseurs, on a des biens qu'on achète qui n'existent pas au Sénégal, on a des investissements aussi qu'on fait, dont les équipements viennent de l'étranger, des fournisseurs, par exemple, le cyanure n'existe pas ici, les explosifs, on ne peut pas les acheter ici, on est obligé de l'acheter à l'extérieur. Donc 16% permet donc de payer. Donc 72% de nos investissements, c'est les 5 dernières années, c'est 6 000 milliards qui sont restés dans les 3 pays dans lesquels nous opérons. C'est 7 fois plus que ce que les actionnaires de Endeavour eux-mêmes ont reçu. Donc si vous faites le calcul, je vais aussi rajouter en fait, Endeavour, je vous ai dit, est venu au Sénégal en 2021. Si vous prenez les 4 dernières années, 2022, 2023, 2024, 2025, oui, la totalité de ce que le Sénégal, là je parle du Sénégal, oui, l'État du Sénégal a perçu, c'est 460 milliards. Les 460 milliards incluent les dividendes, bien sûr, les impôts sur les sociétés, la fiscalité, les redevances minières, les droits de douane, l'IRVM. Donc quand on dit que l'État, par exemple, dans le capital de la société de Sabodala à 10%, c'est vrai, l'investisseur Endeavour à 90%, parce que aussi c'est des investissements risqués, ouais, c'est Endeavour qui a pris le risque, qui a fait les investissements. Il y en a qui pensent que c'est un peu disproportionné. Non, ce n'est pas disproportionné. Je sais mais pas, c'est conforme au code minier. C'est conforme au code minier. C'est pour ça que je vais vous donner cet exemple sur les 4 dernières années. Oui. Ce que l'État a reçu, c'est 460 milliards. Je vous ai dit en 2025, c'est 113 milliards que l'État a reçu. Vous pourrez vous l'éclater. Effectivement, il y a les dividendes qui correspondent aux 10% de l'État. Oui. Mais à chaque fois que vous payez des dividendes, vous payez 10% de plus pour l'IRVM. Okay. C'est-à-dire que les 10% de l'État deviennent quasiment 20%. Mais bon, c'est une taxe. Mais la totalité de ce que l'État a reçu, donc 460 milliards, mais Endeavour, pendant la même période, a reçu 350 milliards. Vous voyez. Donc la grande partie, maintenant, il y a l'autre partie qui sert à financer, à payer effectivement les salaires, à payer les approvisionnements, les biens qu'on achète ici. Donc quand vous regardez entre les deux investisseurs, l'État qui a 10%, Endeavour qui a 90%, l'État perçoit 460 milliards, Endeavour 350 milliards. Donc quand vous regardez la balance où elle penche, c'est plus en faveur de l'État qui perçoit 60%, en tout cas des revenus distribués en plus de la fiscalité, et Endeavour qui n'est rémunéré que par dividende reçoit au même moment 40%. Et donc il faut aller au-delà effectivement du capital, 10%, parce que l'État est actionnaire, mais l'État n'est pas qu'actionnaire, l'État est puissance publique, donc perçoit des taxes, des impôts. Et même cette partie qui va aux fournisseurs, je vous parlais 46% qui vont aux fournisseurs, ces fournisseurs, cette partie aussi prélève pour payer des impôts. Ça, on ne le calcule pas parce que ce n'est pas nos impôts, c'est les impôts de nos fournisseurs, mais ça vient de la mine. Donc en réalité, donc, malgré la perception que les gens ont, la manne, la rente minière
est distribué de manière équitablement et même plus en faveur. Et l'État tire bien son épingle du jeu. Oui. Comment et donc... c'est des faits concrets, vérifiables. Les rapports de l'ITIE sont contradictoires. Et tout est vérifié. Les régies financières de l'État même déclarent ce qu'ils reçoivent de l'entreprise. L'entreprise déclare ce qu'il a payé et c'est vérifié contradictoirement. Et il y a l'ITIE aussi. Voilà, qui vérifie. Ces chiffres sont vérifiables au niveau de l'ITIE, même au niveau des régies financières de l'État qui les perçoivent. Donc c'est ça la réalité des faits. On va parler maintenant du contenu local et parler des achats locaux. Vous avez fait allusion tout à l'heure à cela. Avec 200 milliards, c'est un chiffre que j'ai comme ça. Bon, vous allez confirmer. Avec 200 milliards injectés dans le circuit des fournisseurs locaux, vous atteignez un taux de 86%. C'est bien cela. Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sénégalaises font face pour répondre aux standards exigeants du secteur minier et comment les accompagner-vous? Voilà. Vous savez, un peu les paradigmes ont changé. Il y a quelques années, une dizaine d'années, les pays de l'Afrique de l'Ouest, en fait, avaient conçu des législations pour attirer plus d'investissements dans leur pays. Et ça a donné des résultats. Il y a beaucoup d'investissements, pas seulement dans l'or, dans d'autres commodités, les minéraux lourds comme le zircon, le lithium maintenant. Par exemple, au Mali, les gens développent du lithium. Et puis même, ça permet de d'attirer des investissements pour pouvoir avoir des équipes productifs. Maintenant, les choses ont changé. On ne parle plus d'attirer les investissements. Maintenant, c'est maximiser les retombées. Il ne s'agit plus de faire des investissements, de venir développer des mines. C'est vrai, ça crée l'emploi, ça permet d'avoir des devises, aussi de supporter l'exportation. Parce que l'or, aujourd'hui, est l'une des premières sources, en tout cas, d'exportation du pays. Mais maintenant, on va au-delà d'attirer ces investissements, de développer un tissu économique local. Maintenant, il y a deux approches. On peut considérer le contenu local comme une contrainte réglementaire. Effectivement, c'est légiféré. Maintenant, il y a une loi portant contenu local dans le secteur des hydrocarbures et des mines et qui donc impose certains quotas aux entreprises locales pour pouvoir donc, autant que possible, de s'approvisionner localement, mais aussi d'avoir des emplois locaux, d'avoir une préférence nationale en termes d'achat, en termes d'emploi, et même dans le capital d'essayer de tirer le secteur privé national. Transfert de compétences. Voilà, tout à fait. Mais il y a une autre approche que nous, en tout cas, nous privilégions. Ce n'est pas seulement parce que c'est une contrainte ou des questions de conformité à la législation, mais il faut voir ça comme un levier de souveraineté économique, mais aussi de performance. Nous voyons le contenu local comme vraiment un pilier stratégique de transformation économique, de pouvoir créer une chaîne d'approvisionnement structurée, créer un écosystème, ce qui nous a permis même, nous, au-delà de ce que la législation prévoit, la réglementation, de créer ce qu'on appelle un accélérateur de contenu local. Nous, on a été les premiers d'ailleurs à adhérer à la plateforme de contenu local au niveau de Sabodala. C'est quelque chose à laquelle nous croyons. Non seulement ça permet d'impacter positivement les nations, en tout cas les pays hôtes, les communautés locales qui abritent, en tout cas qui vivent au voisinage de notre mine, mais aussi développer des compétences. Et aussi, c'est même une logique économique, c'est moins cher. De déplacer, si vous pouvez acheter localement, ça vous évite. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, avec l'actualité, la guerre au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz, et s'il y a du pétrole qui est disponible ou des approvisionnements, la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui est tendue. Oui. On a même des craintes aujourd'hui pour acheter des explosifs, si les bateaux ne peuvent pas se déplacer dans cette région. Mais si c'est disponible localement, c'est très important. Donc nous, c'est cette approche qu'on a privilégiée, que c'est un critère de performance. Donc on a donné des indicateurs de performance à un quota de performance avec nos fournisseurs pour qu'ils puissent maximum transférer, comme vous dites, les compétences et pour pouvoir donc booster. Ce qui fait que, si vous prenez les statistiques, et vous avez raison, sur la totalité de nos achats locaux en 2025, on a investi 200 milliards avec des entreprises sénégalaises. Et quand on dit entreprises sénégalaises, ce n'est pas seulement des entreprises qui sont enregistrées au Sénégal. Parce que vous pouvez avoir une entreprise, vous créez une filiale ici, c'est une entreprise sénégalaise. Comme ça, pour la Gold Operation, c'est une entreprise sénégalaise, c'est une de droit sénégalais créée ici. Mais l'actionnariat, la grande partie, mais quand on dit entreprise sénégalaise au sens du contenu local, c'est 51% du capital est détenu par des Sénégalais et plus de 50% du management aussi est sénégalais. Donc quand je dis 80%,
de notre chiffre d'affaires, donc 200 milliards, ici, pas notre chiffre d'affaires, nos achats, de nos achats, parce qu'il faut enlever ce qui est payé à l'État, ainsi de suite, de nos achats, ce qui fait 86%, et donc acheter localement ici, mais aussi on fait au-delà des achats locaux en termes de formation, d'essayer de mettre en synergie nos fournisseurs seniors, c'est-à-dire les leaders, les grandes compagnies qui nous livrent du carburant, les mettre en rapport aussi avec nos autres aussi pairs de l'industrie minière, pour donc booster même les PME, les entrepreneurs locaux, pour comprendre les standards, aussi les former, les accompagner, développer des compétences pour que ces entreprises aussi, parce que on a beau vouloir acheter avec des entreprises locales, il faut qu'elles soient en norme, qu'elles pouvoir vous fournir dans des délais raisonnables et puis des produits qui sont de qualité, parce que la mine aussi a des exigences, mais aussi respecter les délais d'approvisionnement et puis le rapport qualité-prix. Donc on leur forme à intégrer ces qualités-là parce qu'il faut être compétitif et viable dans la pérennité, parce que la mine aussi ne peut pas s'arrêter parce qu'on n'a pas reçu tel approvisionnement. Donc c'est important, c'est pour cela qu'on travaille beaucoup à accompagner ce tissu, cet écosystème de fournisseurs locaux qui puissent donc répondre à ces besoins et donc améliorer d'ailleurs ces ratios qui sont très appréciables, 86% de nos achats qui sont achetés localement. Du point de vue des ressources humaines, 95% de vos effectifs, ce ratio est composé de Sénégalais, mais dans les hautes instances de décision, quelle est la proportion de Sénégalais qui y siègent? Voilà. Rien que votre question, en fait, résume les enjeux maintenant. Parce qu'au début, moi je me rappelle, quand on commençait il y a 15 ans, 10 ans, à Sabodala, on avait 12% d'expatriés. 12% de notre main-d'œuvre était composée d'expatriés. Bon, c'est vrai aussi, l'industrie minière était un peu naissante, surtout l'industrie aurifère. Aujourd'hui, comme vous dites, il n'y a que 5% d'expatriés qu'on a au niveau de Sabodala et on cherche à améliorer. Et ceci d'ailleurs se justifie tout simplement. On en était à 3%, c'est parce qu'aujourd'hui, on a cette technologie de bioxydation, l'usine de traitement dont je vous dis qui est hautement spécialisée. Donc il a fallu amener en tout cas une expertise, mais aussi qu'on va forcer à faire transférer ces compétences. Donc 5%. Maintenant, la question n'est plus l'emploi local, parce qu'effectivement 95% de notre main-d'œuvre est composée de travailleurs de nationalité sénégalaise. Les 5%, parce qu'ils ont besoin d'accompagner ce processus. Bon, on a aussi beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, on va contempler la mise en exploitation des gisements souterrains. Ce sera aussi la première ici au Sénégal. Donc, il y a un accompagnement qui est nécessaire. Mais c'est plutôt maintenant l'enjeu, le leadership local. Ce n'est plus l'emploi local. Ça, c'est presque réglé. Mais c'est le leadership local. Combien de Sénégalais sont dans le top management de la société Sabodala? Aujourd'hui, on a 25%, à peu près le quart de notre personnel d'encadrement de la direction qui est composé de Sénégalais. Donc il y a quand même une marge de manœuvre à faire, mais je vous ai expliqué aussi le contexte. Donc il faut en tout cas progressivement pouvoir donc remplacer à ces niveaux stratégiques. Mais déjà, c'est un bon ratio que 25% des chefs de département du top management de EGO est composé donc de Sénégalais. Et on cherche donc à pouvoir améliorer cette tendance et donc avoir, pourquoi pas, dans les prochaines années, 75%, pourquoi pas peut-être 100%. Et parce que on a des mines en Afrique de l'Ouest où les directeurs généraux de ces mines, les directeurs de ces mines au niveau des opérations sont de nationalité, les compétences sont là, il faut juste les accompagner pour qu'ils soient prêts à prendre donc la totalité de leadership. Mais donc l'emploi local, ce n'est plus un enjeu, comme vous dites, 95%, mais le top management, 25%, avec donc des plans de carrière, de développement, de formation. On investit beaucoup donc dans les compétences pour donc pouvoir donc assurer la relève et dans les prochaines années pouvoir prendre les postes de direction confiés à des nationaux. Sur le fonds minier de développement local, 1 milliard de francs CFA a été investi dans ce fonds. Et pouvez-vous nous expliquer le processus de sélection des projets avec les populations de Kédougou pour garantir qu'ils répondent aux besoins prioritaires des communautés? Oui, bon, maintenant, ça aussi, effectivement, c'est légiféré. C'est le fonds d'appui au développement local qui représente 0,5% de notre chiffre d'affaires, qui doit donc être investi directement dans des projets d'investissement communautaire. Aujourd'hui, c'est réglementé, le FADL. Donc ces fonds doivent même être, on a commencé en 2024 à donc verser ces fonds-là dans
les comptes des communes au niveau du trésor public, de la perception municipale. Mais 0,5% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Bon, c'est vrai, là, on a commencé à virer l'argent dans les comptes des communes. C'est pour ça qu'en 2025, vous l'avez dit, c'est 1 milliard. Encore que les 0,5%, c'est un peu plus. Donc, comment sélectionner ces projets? Nous, en réalité, nous ne décidons pas à la place des communautés. Nous voulons plutôt donner des moyens d'action à ces communautés à travers leurs élus, mais aussi à toutes les parties prenantes autour, parce que le mécanisme de fonctionnement du FADL, c'est qu'il y a un comité de suivi de la mise en œuvre de ce FADL, donc qui est mis au niveau national sous la présidence du ministre des Mines, avec le ministère chargé des collectivités territoriales qui est le vice-président, mais au niveau local, il y a ce qu'on appelle aussi des comités communaux ou intercommunaux, et c'est sous la présidence du préfet du département. Et donc, nous siégeons en tant que société minière qui effectivement verse ces fonds-là, et les maires, qui sont donc les élus locaux, qui administrent ces fonds, siègent, ainsi que donc d'autres notables et les services techniques départementaux. Donc, ce sont les collectivités territoriales, les communes elles-mêmes qui décident de quel projet. C'est vrai, nous, on siège au comité de délibération, donc d'arbitrage. Donc, ce sont les besoins des communautés. Ce n'est pas à nous d'imposer aux communautés, c'est qu'ils définissent leurs besoins prioritaires. On envoie au chapitre pour justement améliorer la gouvernance, mais ce sont les populations qui décident. Tel projet, nous voulons que ce soit telle route qui doit être faite, nous voulons des activités génératrices de revenus, mais nous le faisons déjà. On encadre les femmes dans les périmètres maraîchers pour produire des légumes, diverses spéculations qu'ils vendent même. Non seulement ça leur donne des revenus, mais ça améliore aussi un peu les besoins nutritionnels de ces communautés. Par exemple, à l'électrification des villages, on a électrifié 10 villages de la commune de Sabodola. On l'a fait en partenariat avec l'ASER et aussi avec la commune de Sabodola. Donc, c'est eux qui décident quelles sont leurs priorités, quels sont leurs besoins, les projets. Quand on les valide, donc le fonds permet de financer ces besoins-là. Donc, ça vient de la base, en tout cas, des bénéficiaires qui décident. Et puis, bon, effectivement, il y a des programmes au niveau sanitaire, beaucoup de maternité, des postes de santé. Le programme Pépites d'Or, par exemple, est-ce que vous pouvez nous Voilà, ben ça, effectivement, c'est dans la formation aussi. Oui. C'est vrai, au-delà du FADL qui peut financer ces activités, nous aussi, on a une fondation qui permet d'accompagner. On a un programme, par exemple, les Pépites d'Or, les élites de demain, qui accompagnent les jeunes filles, notamment pour les maintenir à l'école dans des filières scientifiques, mais aussi à fournir des stages, les accompagner en tout cas pour devenir un peu les leaders de demain, de la mine et au-delà. Donc, il y a un volet insertion professionnelle. Un volet insertion professionnelle, un volet apprentissage. Les Pépites d'Or, donc c'est les enfants de la communauté les meilleurs. On donne des bourses à ces jeunes filles. Et puis non, au niveau du baccalauréat, donc les meilleurs élites demain, on les envoie même dans des universités, par exemple au Ghana, où c'est la technologie, pour pouvoir donc revenir. Donc, ils sont accompagnés. On octroie aussi, il y a 225 postes de stage, donc avec du mentorat qui permet donc en tout cas déjà de maintenir ces jeunes filles à l'école et les jeunes garçons aussi pour éviter, vous savez, l'orpaillage aussi avec les cours de l'or qui se développent. Les gens abandonnent un peu les écoles, mais voilà. Maintenant, donc, on donne des bourses au niveau de dans les filières scientifiques. On accompagne ces gens-là, mais aussi on travaille aussi avec les enseignants pour pouvoir aussi améliorer. On a construit 24 salles de classe à partir du FADL et donc au niveau de la santé pour que donc justement, au niveau de l'apprentissage, les former et puis leur donner des opportunités de travailler à la mine après donc cette formation. Au niveau de la santé, il y a des caravanes sanitaires, mais au-delà de ça, bon, les caravanes ont touché à peu près 466 personnes, c'est bien cela. Et est-ce que vous prévoyez d'appuyer davantage les structures sanitaires au niveau de Kédougou pour pouvoir faire les choses de manière plus pérenne? Ouais. Dans les caravanes de santé, effectivement, c'est des unités mobiles qui permettent aussi de toucher des cibles qui n'ont pas accès aux soins de santé. C'est vrai, les structures sanitaires qui existent, on travaille avec les districts sanitaires, avec les centres de santé, on a un programme de lutte contre le paludisme,
Mais il y en a qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Donc c'est pour ça qu'on organise ces caravanes. Il y a d'autres structures même privées qui l'organisent et puis nous on les accompagne dans le financement, effectivement qui ont touché ce demi-millier de personnes avec des consultations gratuites, aussi des dépistages pour certaines pathologies. Et puis il y a eu plus de 3 personnes qui ont été référées à des structures spécialisées, notamment pour des raisons de cataracte. On a organisé aussi des équipes de gériatrie pour aller voir les cataractes, hypertension. Et donc l'idée, c'est dans ce maillon, de ce réseau, système sanitaire qui existe avec le plateau technique, mais aussi de pouvoir à ce qu'il ne faut pas se développer. C'est juste pour permettre, c'est un maillon de cette chaîne-là pour permettre, mais l'idée effectivement c'est d'avoir des structures pérennes pour permettre aux gens de se rapprocher de plus des postes de santé. Mais ceux qui ne peuvent pas venir, c'est ce qui explique ces caravanes de santé, qui ont aussi atteint des objectifs très importants en termes de consultation, en termes de réfèrement, mais aussi en termes de dépistage précoce de certaines pathologies pour donc permettre de les prendre en charge. D'accord. Au plan environnemental aussi, votre engagement couvre aussi bien la réserve de Nénéfécha que la restauration à Cambérène. Pourquoi avoir choisi d'intervenir dans des zones géographiquement parfois éloignées et de vos sites d'extraction, et comment mesurez-vous l'impact réel de ces initiatives? Vous savez, nous sommes une entreprise qui produit de l'or, mais nous ne voulons pas nous limiter à produire de l'or. Le plus important, c'est quel impact on peut donner, la valeur qu'on peut créer de manière durable à la société. C'est ça notre credo. Créer de la valeur durable à la société. Au-delà de produire de l'or, nous avons aussi des préoccupations de la planète. Nous sommes très conscients de ce que les industries polluantes peuvent faire. Donc, séquestrer du carbone, réduire l'empreinte sur les gaz à effet de serre, c'est très important. Donc, nous-mêmes, nous avons des objectifs très concrets. Et, par exemple, notre objectif, c'est qu'en 2030, qu'on puisse réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Donc, vous savez, on a une usine aujourd'hui, on a une centrale électrique qui produit du gaz à partir du fioul. Pour remplacer ça, on a conçu une centrale solaire. On a investi dans une centrale solaire qui permet donc de réduire la consommation en fioul. Vous voyez, non seulement c'est important, ça réduit nos émissions de préoccupations environnementales, mais aussi ça nous permet de ne pas être exposés aux fluctuations des cours du baril, à l'approvisionnement. Donc ça, c'est très important. Mais il n'y a pas que l'électricité. On a des gros camions qui consomment aussi du fioul. En 2050, nous, on voudrait avoir net zéro émission. Ça veut dire que les véhicules même qui circuleront à Miss seront des véhicules électriques. Mais en attendant, on ne s'arrête pas là. C'est vrai qu'aussi, nous, on utilise la terre. Pour faire la mine, il faut peut-être faire de la... vous êtes obligé de toucher à la végétation, mais il faut compenser. Ouais. Pour compenser donc ces émissions en carbone, il faut replanter des arbres. Et donc, c'est quelque chose à laquelle on a une stratégie ESG qui est très concrète, avec une approche très pragmatique, agir concrètement et impacter durablement. Donc, il fallait investir. On a investi 250 millions ces dernières années avec l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Donc, le programme que la Grande Muraille Verte, en tout cas, avait de cette Grande Muraille Verte, la zone la plus proche, c'était Bakel. Parce que Kédougou, déjà, c'est plus vert que la part. Donc, il fallait reboiser. Ils avaient effectivement des fermes. Non seulement il fallait reboiser, mais aussi accompagner, sensibiliser les communautés. Donc, on a revitalisé plus de 450 hectares dans ces fermes. Et puis, Nénéfécha aussi, il y avait un projet que les eaux et forêts ont eu. Bon, il y a eu quand même des limites au niveau de Bakel. Ce n'est pas aussi très loin, c'est dans la région de Kédougou, même si ce n'est pas au niveau de Sabodala. Donc, c'est une réserve. Donc, on a aussi accompagner les eaux et forêts pour pouvoir donc replanter au niveau de Nénéfécha. Ce qu'on a fait à Cambérène, c'était à l'école de Cambérène avec aussi la commune, c'était les jeunes, parce qu'ils avaient des initiatives aussi de lutte contre les déchets plastiques. Ça aussi, c'est très important. Et donc, former les jeunes, parce qu'aussi, il y a la bande des Filao à l'époque et tout ça à Cambérène pour pouvoir donc replanter. Ils avaient un programme, ça nous a intéressés, ça nous permet de reboiser, ça nous permet aussi d'avoir séquestrer du carbone. Donc, on a accompagné... Il y a aussi le programme Un enfant, un arbre. Un enfant, un arbre, ça aussi pour sensibiliser la jeune génération, en tout cas les futures générations, d'avoir un ancrage environnemental, écologique
dès le jeune âge, leur permet donc, chaque enfant, on l'a fait en Mbao, la forêt de Mbao, là aussi avec les eaux et forêts, pour à chaque enfant, même nos enfants, on les a comme samedi pour aller chacun planter un arbre, donc avoir cette culture écologique et environnementale, donc pour en tout cas prendre en compte cette préoccupation qui est universelle aujourd'hui avec les changements climatiques, et donc c'est important d'avoir cette culture-là. On va terminer par les perspectives. Quelles sont vos ambitions pour l'année 2026? Bon, 2026, c'est une année, on a amorcé déjà, comme je vous ai dit, l'évolution pour donc notre modèle de croissance qui est viable. Bon, je vous ai dit que 2025, on a fait 274 011. 2026, notre objectif, c'est de faire entre 260 000 et 305 011. Il faut revenir au-dessus des 300 011. Donc 260 000, 305 011 cette année en 2026, les cours de l'or aidant. Donc là aussi, vous verrez, le Trésor public va en profiter avec les redevances minières qui seront amplifiées. Et puis notre résultat 2025 aussi qui permettra cette année déjà notre impôt sur les sociétés qu'on va payer cette année, basé sur le chiffre de 2025, c'est presque 77 milliards, vous voyez, rien que l'impôt sur les sociétés. Donc notre redevance trimestrielle du dernier trimestre 2025, juste le dernier trimestre 2025, on a payé une redevance de 9 milliards 300 millions pour un trimestre. Vous voyez donc à quoi on peut s'attendre. Et donc on a positionné aujourd'hui la mine pour pouvoir, dans les années à venir, produire autour de 350 000 onces de manière soutenable. En quoi faisant? D'abord en optimisant notre infrastructure de traitement et de production, maîtrisant les gisements, avoir un bon mix. C'est vrai, on va beaucoup traiter de stock de minerais cette année, mais aussi on a un projet, comme je vous dis, qui est très ambitieux, de développement des gisements souterrains, notamment Golouma, Kerekunda. On est en train de finaliser les études pour pouvoir donc démarrer en 2027, même fin 2026, en tout cas commencer les investissements pour pouvoir en 2027 donc avoir ce projet d'exploitation des gisements souterrains avec donc la maîtrise aujourd'hui de notre unité de traitement BIOX avec les gisements, mais aussi on investit dans l'exploration, c'est-à-dire on continue, on a un portefeuille d'exploration, on continue à faire de la recherche pour découvrir de nouveaux gisements qui vont remplacer les onces qu'on produit. Donc on a une infrastructure qui est capable dans les années à venir de produire 350 000 onces. Donc on a des projets aussi innovateurs. J'ai parlé de BIOX qui est un projet innovant. Exploitation souterraine sera la première aussi au Sénégal. On avait aussi un projet de gestion des résidus, notamment en fosse. Mais bon, les validations environnementales ne sont pas encore obtenues. On est en train de négocier avec les communautés. Donc pouvoir avoir une mine, en tout cas qui est un levier d'entraînement pour l'écosystème local, pour les communautés, parce qu'on va développer les communautés, l'emploi, capacité aussi, créer de nouveaux dirigeants, un tissu économique à travers donc tous ces leviers, une mine en tout cas de classe mondiale qui est le porte-drapeau du groupe Endeavour Mining et qui est aussi un champion local et aussi un fournisseur de devises au niveau du Sénégal, mais aussi avec des contributions conséquentes pour le Trésor public. Merci beaucoup, monsieur Sy. C'était vraiment un plaisir pour nous d'avoir cet entretien avec vous. On vous donne rendez-vous très bientôt.